Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Elle représente 42% de la population nationale, de la population générale. Elle a donc voix au chapitre. Mais de quoi cette jeunesse porte-t-elle le nom? Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche Sobel Aziz Ngom. Il est entrepreneur social. Sobel Aziz Ngom est également le président du Consortium Jeunesse Sénégal, spécialiste des questions de jeunesse. Monsieur Ngom, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je l'accepte avec beaucoup d'honneur et je suis très heureux d'être avec vous. Alors, Sobel Ngom, le prétexte, c'est le sommet de Montpellier, un sommet qui suscite toujours débat. Cette initiative de la France ne cherche-t-elle pas à annihiler la dynamique de déconstruction en cours? Pourquoi la jeunesse africaine et non la jeunesse française, européenne? Hier, Obama, aujourd'hui, Emmanuel Macron. D'abord, avec Obama, rappelez-nous ce sommet. Vous y avez pris part. Alors, rappelez-nous un peu comment. Oui, très rapidement. Donc, en 2014, le président Obama a relancé une initiative qui s'appelait le Young African Leaders Initiative, donc le YALI, où 500 jeunes Africains avaient été entrepreneurs, jeunes dans les politiques publiques et dans la société civile, avaient été sélectionnés pour participer à un programme de leadership qui se concluait par un sommet présidentiel de rencontre d'échange avec le président Obama, auquel j'avais participé au début de ma carrière professionnelle sur les questions de jeunesse spécifiquement. Sur les questions, et vous avez été cité par Obama à l'époque. Oui, effectivement. Oui, pour dire quoi? Obama a cité la perception que j'avais de la jeunesse africaine. Rappelez-nous rapidement cette perception. Cette perception, c'est que la jeunesse africaine, elle était belle, elle était courageuse, elle était ambitieuse et qu'elle avait des aspirations fortes pour elle-même et pour son pays. C'était en 2014. C'était en 2014. En 2021, Emmanuel Macron organise sous le même format une rencontre avec cette même jeunesse africaine. Oui, justement, vous y avez pris part, vous avez été convié. Rappelez-nous un peu le mode d'invitation. Bon, je pense que le mode d'invitation était, de ce que j'en sais, individualisé. Moi, j'ai reçu une invitation pour participer à ce sommet, particulièrement sur une séquence de discussion sur un sujet sur lequel je travaillais, l'entrepreneuriat social, pour partager une expérience et puis pour donner un point de vue, en tout cas, dans cette expérience-là, quelle était ma perception de la relation entre l'Afrique et la France, que moi, je lis plus réellement comme la relation entre le Sénégal et la France. Et donc, j'ai été invité dans ce cadre-là, et donc je m'y suis rendu, tout simplement, où j'ai partagé mon expérience avec d'autres acteurs africains de plusieurs pays, quelques acteurs français, sur cette question de l'entrepreneuriat social comme nouvelle forme d'engagement politique. S'en est suivi cette invitation? Oui, c'est ça, c'est ça. Cette discussion a eu lieu à Montpellier. À Montpellier même. L'invitation est partie probablement de par le fait qu'au Sénégal même, je travaille sur des questions, sur des questions de jeunesse, plusieurs questions de jeunesse, notamment une émission de télévision qui s'appelle Voix des jeunes. Nous avons eu une fois un soutien de l'ambassade de France au Sénégal, financier, pour réaliser une de nos activités. Et probablement le fait que nous rentrons probablement dans une des cases qui était la case des jeunes engagés sur les médias, etc. Donc, a valu notre invitation et nous avons répondu positivement. Et une fois à Montpellier, il y a un travail préalable qui a été fait avant justement d'assister au débat lui-même. Probablement, avec les 11 jeunes qui ont participé au débat, et enfin même pas probablement, il y a eu une rencontre entre le président et ces 11 jeunes, je pense, pour cadrer un petit peu le débat. Il y a eu pour chaque séquence des échanges avec les organisateurs des séquences, qu'ils ont appelé des séquences. Donc il y avait 5 sujets, la culture, le sport, l'entrepreneuriat, la participation citoyenne et puis, je crois, l'investissement. Oui. Et donc, moi, j'étais dans la séquence 5 sur l'entrepreneuriat social et la participation citoyenne. Il y a eu effectivement des rencontres, une rencontre de cadrage, voilà, ça va se passer comme ça, le temps de parole, etc. Ensuite, il y a eu un tri
pour ceux-là qui vont prendre part directement au débat. Parce que vous avez été invité au départ, mais vous ne faisiez pas partie de la liste des personnes qui devaient prendre la parole. Avec le chef de l'État, non. Oui. Non, je pense que cette liste a été faite indépendamment du reste des listes. Je ne pense pas qu'il y a eu toutes les listes. Peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais il y a deux schémas possibles. Soit les 11 jeunes ont été identifiés pour des raisons qui répondaient aux critères de l'Élysée, soit ils ont été identifiés parmi les autres intervenants des autres sections. Mais je ne peux pas vous donner de réponse plus précise sur ça parce que je ne sais pas. Si nous revenons sur le débat en soi, oui. Aujourd'hui, nous avons vu exactement des questions avec beaucoup d'énergie. Comment appréciez-vous justement la réaction ou les questions posées par les différents jeunes qui ont été choisis? Écoutez, je pense, j'ai évidemment un avis qui est partagé, mais je vais commencer par le positif. Le positif pour moi, c'est que cet exercice a été un exercice qui a permis, en tout cas, à une jeunesse qui se sent souvent, qui ne sent pas souvent qu'elle a une voix, et que cette voix peut être portée, de pouvoir la porter auprès de ceux qu'elle accuse d'être coupables d'un grand nombre de leurs responsabilités, d'un grand nombre de leurs, difficultés. Oui. Et donc, ils ont pu exprimer cela. Et ce sont des choses que la majorité des Africains partagent, qu'on soit d'accord dessus. Sur l'idée du néocolonialisme, de la mainmise de la France sur nos ressources, de la mainmise de la France sur la direction de nos États, de les questions de l'armée, des questions de la monnaie. Toutes ces questions qui sont des questions importantes pour l'Afrique ont été soulevées. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que le format était, pour moi en tout cas, qui était spectateur, intéressant. Il était tout aussi intéressant que celui où Obama discutait avec les jeunes. Après, évidemment, il y a des considérations politiques beaucoup plus profondes et qui font que cette discussion entre Macron et la jeunesse sénégalaise est perçue très différente que la jeunesse africaine, très différente que celle que Obama avait eue avec la jeunesse africaine. Quelle est la différence entre les deux? Écoutez, je pense que nous avons des éléments aussi d'appréciation. Absolument, parce oui. qu'on peut considérer les États-Unis comme étant un pays qui a fait beaucoup de mal à l'Afrique aussi. Sauf que Barack Obama était noir. Et beaucoup d'Africains considéraient qu'en plus d'être américain, Barack Obama était africain. Donc la lecture aurait pu être différente. Évidemment, beaucoup de gens avaient considéré aussi que c'était un exercice qui n'aurait pas dû avoir lieu, que c'était une forme de soft power, ce qu'il était absolument, comme cela a été avec, avec Macron, et comme ça l'a été avec... Poutine a reçu les chefs d'État, mais dans un autre cadre, ça l'aurait été, comme c'est l'intérêt de chaque pays qui se veut créer une forme d'hégémonie et de soft power sur d'autres pays, d'essayer de créer des mécanismes qui font qui leur laissent en tout cas entendre qu'ils se rapprochent, qu'ils créent des liens, etc. etc. Et donc la différence, elle est du point de vue de la forme, mais dans le fond. Avec les deux. Je pense que la forme est exactement la même d'ailleurs. Oui. C'est peut-être dans le fond que la différence s'est exprimée. En tout cas, tel que les analyses, à la lecture des analyses qui sont faites du sommet qui a eu lieu en France, je pense que les personnes présentes à ce sommet... Il y a eu beaucoup de critiques, exactement, de vives critiques. De vives critiques, assez virulentes. Des contestations, oui. Comment les avez-vous accueilli, ces critiques? Pour être très honnête avec vous, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai décidé moi-même, personnellement, pour plein de raisons qui sont les miennes, de ne pas me laisser affecter par ces critiques et de ne pas aller en profondeur. Parce que dans le travail que je fais, je suis critiqué régulièrement. Et des critiques qui sont souvent fondées sur des opinions et pas des faits. Aujourd'hui, dire que les jeunes qui sont allés à Montpellier sont des vendus, sont des traîtres, ou sont une société civile taillée sur mesure, ou X ou Y chose qui a été dite, je ne me sens pas concerné par cela. Parce que le travail que je mène, les convictions que je porte, le discours que j'ai au quotidien, que ce soit vis-à-vis des jeunes au Sénégal, vis-à-vis des autorités au Sénégal ou vis-à-vis des partenaires au développement, ne s'articule pas du tout avec ce que j'ai pu entendre. Et oui, ça c'est sur la forme, mais dans le fond. Dans le fond, pareil, dans le fond, en quoi le fait de répondre à une invitation d'un chef d'État qui se dit, lui, selon ses intérêts, vouloir créer un dialogue pour créer un avenir meilleur, est-elle une erreur? À partir de quel moment on sort de l'idée que tout ce qui nous est proposé doit nous laisser dans une position de victime que l'on doit critiquer?
Moi, je ne me considère pas aujourd'hui, en tout cas, être une victime de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Oui, mais alors, justement, vous avez commencé par dire, en appréciant justement la réaction des jeunes qui ont pris la parole, que oui, vous avez commencé par le côté positif. Mais allez-y vers le côté moins positif. Vers l'autre aspect, oui. Le côté moins positif, c'est que je pense effectivement que on se veut être indépendant en tant qu'État et en tant qu'individu. Même moi, je considère que je suis une personne indépendante. Donc, j'ai le choix de choisir si je vais à gauche, je vais à droite, je mange du tiep ou je mange des pâtes. Je considère que pour cela, nos revendications ne doivent pas être portées nécessairement à d'autres acteurs qu'aux nôtres, à d'autres chefs d'État qu'aux nôtres. Je pense qu'un grand nombre de choses qui ont été soulevées sont quand même dans les capacités de nos représentants, de nos chefs d'État. Je pense que certaines choses pourraient être discutées. Parce qu'en réalité, ce sommet, vous l'avez évoqué, la place des jeunes européens. Les jeunes français, oui, qui étaient absents, n'étaient pas présents. Oui. Donc en réalité, il n'y a pas d'échange entre les peuples. Il y a un échange entre un gouvernement et des peuples. Et ça, c'était une grosse erreur. Pourquoi c'était une erreur? Parce qu'aujourd'hui, la situation de la relation entre la France et l'Afrique n'est pas une situation de relation de peuple. Elle est une situation de relation d'État. Sauf que normalement, les peuples influencent les États. Mais le peuple français est ignorant de la majorité des maux que cause la France dans le monde et surtout de son histoire et du rôle que les uns et les autres, et notamment les Sénégalais, ont joué dans son histoire et du bénéfice du sacrifice des Sénégalais dans les libertés et dans les avantages qu'ils ont aujourd'hui. Oui. Et donc, je pense qu'une des actions qu'on aurait pu porter, et ce n'est pas une critique du tout, hein, c'est juste peut-être l'occasion qui n'a pas été soit saisie, soit pensée à ce moment-là. Et j'avoue qu'avant le débat, je ne l'avais pas non plus vu comme ça, mais je l'ai senti pendant le débat. C'est qu'une des grandes choses que j'aurais demandé au président Macron, c'est que de veiller à ce que les gens de son pays soient instruits et soient éduqués à connaître l'histoire et à savoir que les petits jeunes Africains qu'ils voient aujourd'hui à la télé de loin comme ça sans se demander vraiment pourquoi ils sont là sont les descendants de gens qui se sont battus pour leur liberté et qu'aujourd'hui ceux qui se sont battus pour leur liberté subissent encore pour des raisons qu'on cherche tous à connaître en tout cas, se considèrent encore victimes d'un système qui ne les a pas considérés, qui ne les considère toujours pas. Vous avez senti justement une insuffisance dans ce domaine. Les jeunes, on ne leur accorde pas assez la parole dans des thématiques, dans les discussions qui concernent justement l'Afrique. Leur place et leur rôle n'est pas assumé. Absolument pas. Et je vais vous le dire très simplement. Oui. Au Sénégal, nous avons une assemblée qui représente le peuple. Dans cette assemblée, il y a 160 et quelques députés. Oui. Il y en a un seul qui a moins de 30 ans. Est-ce que c'est représentatif du Sénégal? Est-ce que la voix des jeunes peut être portée et entendue dans ces conditions? Non. Je ne dis pas que leur exercice était bon. Je dis tout simplement que nous avons la capacité, je pense que nous avons la capacité, nous, d'organiser des exercices qui nous donnent plus de voix. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont libres de par ce qu'ils font, parce que les jeunes qui étaient là-bas ne sont mandatés par personne. Ce sont des personnes indépendantes qui disent ce qu'elles pensent, qui travaillent au quotidien en se battant pour ce qu'elles croient. Elles sont allées dire ce qu'elles pensent. Dans ce qu'elles pensent, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Oui, mais dans ce qu'elles pensent, on peut être d'accord ou ne pas l'être, mais en parlant des 5 grosses thématiques qui ont fait l'objet d'échanges allant de l'engagement citoyen à l'entrepreneuriat et l'innovation jusqu'à la culture et le sport en passant par l'enseignement supérieur et la recherche. Mais il y a un domaine dans lequel vous évoluez, c'est lequel? L'entrepreneuriat social? On va dire l'entrepreneuriat social. Moi, j'évolue sur les questions, sur les priorités de jeunesse. Les priorités de jeunesse, c'est les priorités d'inclusion, d'être inclus dans sa communauté, dans son pays, dans sa ville et de pouvoir porter sa voix. Ont-elles été prises en compte dans le débat? Oui, bien sûr, elles sont prises en compte dans les débats, mais elles sont prises en compte aussi dans les débats ici. Oui. Le problème, c'est comment on les rend réelles. Quelle appréciation en faites-vous du développement de ces thématiques? Je pense honnêtement que les discussions que nous avons eues là-bas n'étaient pas poussées pour générer quelques résultats ou conclusions possibles. C'était d'un côté un partage d'expérience et de l'autre côté un échange avec un chef d'État. C'est pas de là qu'on ressort avec des conclusions et un agenda. Par contre,
chacun d'entre nous, et je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je parle pour moi. Oui. Mon agenda, il est clair, améliorer les conditions d'inclusion, d'apprentissage et d'insertion des jeunes au Sénégal et en Afrique. En disant clairement à tous ceux qui veulent l'entendre que nous sommes indépendants et que nous travaillerons avec tous ceux qui veulent soutenir notre agenda. Oui, en termes de retombées aujourd'hui, êtes-vous justement satisfait des réponses d'Emmanuel Macron, le président français, par rapport à vos attentes? Je pense que le président français a joué le jeu. C'était un jeu politique dans l'espoir de donner un discours qui pourrait amadouer ceux qui aujourd'hui se disent que la France joue un trop mauvais jeu et qui n'est aujourd'hui plus acceptable. La question, elle est posée. Beaucoup pensent aujourd'hui, sous le registre des critiques, justement, la France, par le biais d'Emmanuel Macron, a profité d'une situation, d'un contexte où la France était dans une situation difficile, était en perte de vitesse, notamment dans la sous-région. Oui, et c'est totalement vrai. Elle a profité, justement, à partir de ce débat, pour redorer le blason de son pays. Oui, mais ça, c'est leur volonté. C'est comme si vous disiez qu'un dictateur qui a tué des gens va faire une fête et que les gens vont se dire à partir de ce moment-là que ce n'est plus un dictateur qui a tué des gens. C'est pas ça. Je pense que nous, ce qu'on attend comme conclusion, c'est de voir des actes qui changent. Oui. C'est tout simplement ça. Je ne peux pas dire qu'à une semaine du sommet, des actes ont changé. Il a pris des décisions. Certaines décisions sont des décisions politiques. D'autres décisions sont des décisions qui apparemment peut-être font plus sens que d'autres ou vont amener des résultats plus concrets. Mais encore une fois, dans ma perspective, les engagements du président Macron ne me concernent pas particulièrement. Ils concernent la France. Pour moi, le point est de se dire, et je me trompe peut-être, c'est comme on aurait pu reprocher à Barack Obama la même chose. Pourquoi vous avez choisi ces jeunes-là? Eux, ils ont choisi les jeunes qu'ils voulaient inviter. Ils ont dit ce qu'ils voulaient dire à ces jeunes qu'ils ont choisis. Si nous, maintenant, dans notre pays, les gens considèrent que les jeunes qui sont allés faire cet échange sont des vendus, et ce que beaucoup considèrent, ils se trompent. Parce que le discours que l'on a avec les autorités françaises est cohérent avec le discours que l'on a ici. Et c'est ce que nous avons fait, ce que eux, ils ont fait entendre là-bas. Et je parle des 11, parce que je n'ai parlé avec aucune autorité française. Aujourd'hui, j'estime que beaucoup des gens qui sont là, je ne vais même pas parler de moi, sont des jeunes qui ont fait des choses qui sont très souvent très concrètes. D'autres en ont fait au Sénégal qui sont aussi concrètes et auraient pu être invités. Mais si par exemple, à un niveau supérieur, vous ne pouvez pas déconnecter ce qui se fait en Afrique. Je fais allusion à ce combat qui est en train d'être mené, ce combat de déconstruction pour justement préserver les richesses africaines. Vous, à votre niveau, quelle appréhension faites-vous de ce combat de déconstruction en cours et n'avez-vous pas l'impression que le sommet qui a été organisé à Montpellier ne risque pas d'annihiler cette dynamique de déconstruction en cours? Je ne le pense pas du tout et bien au contraire. Je pense que si vous avez eu une scène avec des jeunes Africains qui disaient « Oui, Monsieur le Président, nous vous avons entendu, nous sommes très heureux d'être là et fiers de pouvoir se compter parmi vous et que vos promesses sont entendues, etc., etc. » On aurait pu dire ça. Les messages qu'ont passés les jeunes sont des messages qui sont très clairs, sont des messages qui attendent que cette déconstruction se passe du mieux possible. La question de la monnaie a été posée. Les demandes qui concernent la France particulièrement, au-delà de celles qui concernent les chefs d'État, ont été posées. Et elles sont complètement en lien avec cette déconstruction-là. Oui, mais alors, parlez-nous un peu de ces sommets. Oui. Vous avez évoqué le sommet de 2014 avec Obama. Il y a le sommet de Ouagadougou avec la jeunesse burkinabé et ensuite le sommet de Montpellier. Oui. Comment appréciez-vous ces différents sommets? Pour moi, ce sont des sommets, c'est-à-dire ce sont des discussions qui sont hors sol. Tout simplement, qui se passent à un moment donné, à un temps donné, pour discuter de certains sujets, et quand chacun rentre chez lui, la vie continue. Ce qui fait la différence, c'est que le combat que ceux qui mènent, les combats qui sont menés sur le terrain perdurent. Aujourd'hui, je peux vous assurer que quel que soit ce qui a pu dire le président ou les autorités françaises pendant qu'on était là-bas, n'influence absolument pas et ne ralentira absolument pas notre agenda d'action ici. Et nos positions
Et elles sont différentes selon les secteurs dans lesquels on travaille. Mais celles qui ont un lien avec la France ne changent absolument pas. Il y a des priorités qui sont des priorités des acteurs du numérique, des acteurs des finances, des acteurs de la société civile, qui ne vont pas être amadoués par le discours qui a été tenu par le président Macron. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité et que vous suivez Objection, il s'agit de Sobel Aziz Ngom, président du consortium Jeunesse Sénégal, spécialiste des questions de jeunesse. Sobel Ngom, oui, le sommet a eu lieu sans les chefs d'État africains. Que dire ? Je pense qu'il est important, en tout cas, de rappeler à la jeunesse, en général, qu'il ne faut laisser, en tout cas dans notre discours, ni dans nos actions, aucune puissance étrangère créer une forme d'animosité entre nous et nos gouvernements. Aujourd'hui, aller écouter, ce n'est pas un péché. Trahir, c'est un péché. Nous avons entendu, nous avons vu et nous avons côtoyé des personnes. Nous rentrons chez nous. Je ne considère que cet acte n'est pas un acte de défiance. Absolument pas. C'est avec nos gouvernements, c'est avec nos pays que nous allons changer la réalité du Sénégal et de l'Afrique. Il y a ce qui pourrait apparaître comme une petite parenthèse. C'est des jeunes, après le sommet, qui revendiquaient des pécules ou voilà, de l'argent. Ça aussi, quand même, c'est assez désespérant, non ? C'est absolument désespérant. Oui. C'est absolument désespérant et ce sont des petites choses. C'est une scène quand même qui a eu lieu. Oui, on a entendu des choses comme ça, effectivement. Pas comme ça, mais qui a eu lieu. Oui, ce sont des jeunes qui ont exprimé à d'autres personnes leur frustration de ne pas avoir reçu tel pécule ou tel pécule sur X ou sur Y chose. Je trouve ça maladroit. Je trouve ça, dans une certaine mesure, indigne, de par la posture avec laquelle nous devons dialoguer avec notre interlocuteur. Aujourd'hui, ce que nous devons montrer... C'est contraire à l'esprit d'entrepreneur. Absolument. C'est contraire à l'esprit d'entrepreneur et c'est contraire à l'esprit de revendicateur. Oui. Mais c'est particulièrement... Peut-être qu'on pourrait se plaindre de ce même genre de choses dans d'autres circonstances. Mais dans celle-ci, on ne devrait pas. On ne devrait pas parce que justement, ce qui va faire notre dignité, c'est notre posture. Et notre posture ne doit laisser aucune forme de manière ou de mot qui peut faire comprendre à l'autre que justement, il a gagné son jeu. Et ça, c'est très important. Et c'est cette posture qu'on doit avoir davantage, nous les jeunes et même les adultes. Parce que quand on voit certains papiers d'adultes, on sent que ces gens-là parlent en tant que victimes. Et ils ne parlent pas pour un avenir qui soit meilleur. Ils parlent pour régler des comptes, pour casser sur la tête des autres, etc. Là n'est pas le point. On peut avoir des débats très objectifs où on partage des opinions. Je pense que ça, c'était pas une bonne idée. Voilà pourquoi moi, je pense que c'est une bonne idée et on passe à un autre sujet. Et alors, justement, en restant toujours dans cette même dynamique, avec l'absence des chefs d'État à ce sommet, mais également sur la place et le rôle des jeunes dans les différentes politiques publiques de ces différents présidents. Aujourd'hui, avec le recul, comment appréciez-vous la gouvernance des chefs d'État par rapport aux questions de jeunesse ? Je pense que les jeunes ne sont absolument pas suffisamment inclus. Je pense qu'il y a dans les sommets, pas dans les sommets dans le sens Montpellier, mais auprès de nos gouvernants, auprès des hautes autorités, des expressions qui sont manifestées sur le fait qu'ils ou elles souhaitent que les jeunes participent davantage. Mais il y a encore trop peu de mécanismes favorables et d'investissements favorables à cela, et c'est dommageable. Au Sénégal, par exemple, parce que c'est le pays dans lequel nous vivons, mais Sobel Aziz Ngom, il y a beaucoup d'instruments de promotion de la jeunesse. Comment les appréciez-vous ? DER, entre autres, de ces différents mécanismes, comment vous les appréciez ? En tout cas, je pense que ce sont des mécanismes qui ont du sens, qui ont peut-être, pour certains, un intérêt réel à pouvoir s'améliorer. Il y a un ministère de l'entrepreneuriat également. Il y a un ministère de l'entrepreneuriat qui a beaucoup de sens. Il y a l'ADER, dont la mission est d'accompagner l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Aussi une institution qui se fait très souvent taper dessus. Je veux dire, bon, moi, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec eux sur certains dossiers. Je ne pourrais pas dire que tout est noir ou tout est blanc, mais je vois qu'il y a un effort qui est fait pour pouvoir accompagner un grand nombre de jeunes, pour pouvoir créer un écosystème qui soit plus durable.
considérable, mais il y a évidemment encore des efforts qui sont à faire. Et ça me ramène à la question de l'inclusion que vous avez posée. Oui. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de servir les jeunes, c'est de leur faire confiance pour diriger. Je pense que dans notre pays, on est peut-être la génération où il n'y a jamais eu autant de jeunes formés comme il y en a aujourd'hui au Sénégal. Il n'y a jamais eu autant de jeunes businessmen comme il y en a aujourd'hui au Sénégal. Je pense que c'est l'opportunité de leur donner un peu plus de responsabilité, on nous dit en gros qu'il faut prendre ces responsabilités-là. Mais très peu de mécanismes sont faits pour être favorables à ça. Un jeune qui veut se lancer en politique, comment il va trouver les millions qu'il lui faut pour pouvoir faire une campagne, pour pouvoir être soutenu? Donc, ce n'est pas seulement les mots. C'est qu'il faut créer des moyens, il faut créer des cadres pour que les jeunes qui en valent la peine puissent accéder à des fonctions de responsabilité, puissent accéder aux conseils municipaux, puissent accéder à des postes de direction, puissent être dans les conseils d'administration des structures qui sont créées pour les servir, que ce soit dans l'insertion professionnelle, dans le financement de projets, etc., etc. Ce sont là des voies qui vont améliorer leur inclusion et leur participation à ces dispositifs. Oui, on a vu aujourd'hui, si nous constatons ce qui est en train de se jouer sur le terrain, on a vu dans les pays africains, beaucoup de pays sont confrontés à des problèmes. Il y a l'exemple du Mali, il y a la Guinée-Conakry à côté. Vous avez beaucoup de pays, en tout cas, qui sombrent dans des situations précaires, difficiles, dans bon nombre de pays africains. Aujourd'hui, c'est lié à quoi? En tant que jeune et avec le recul, c'est un problème de leadership, c'est un problème de gouvernance structurelle ou conjoncturelle. Quel est le problème? Bon, je pense que quand même que dans la nomenclature et la façon dont structurer nos États, on peut d'abord dire que c'est un problème de gouvernance. D'abord, puisque quand même on a un chef suprême qui a un contrôle sur presque tout. Donc ça veut dire que si le tout ne marche pas, il y a une responsabilité liée à la hiérarchie du pouvoir. D'accord? Après, en tant que jeune, nous, on peut avoir une lecture qui est qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a des ressources pour régler les problèmes. Mais ces ressources-là ne sont pas suffisamment valorisées ni déployées pour contribuer à régler les problèmes. Donc, les problèmes grandissent. Et ça, c'est un problème politique. À quel moment on dépolitise la chose publique et on donne la responsabilité de gestion à ceux qui ont la capacité de gérer et non pas à ceux qui vont nous aider à obtenir plus à la prochaine élection. Ça aussi, ça dépend quelque part de la hiérarchie du pouvoir. Ensuite, il y a le peuple, dans sa façon de penser et dans son état d'esprit. Un peuple, et on peut le dire, on a quand même des tendances à se victimiser surtout. On est victime de la France, ensuite on est victime de nos gouvernements, ensuite les femmes sont victimes de leurs maris, ensuite les enfants sont victimes de leurs parents. On est tous victimes de quelque chose quand on parle. Et ça, cet état d'esprit, il n'est pas bon parce qu'il nous rend schizophrènes finalement, entre ce que l'on veut faire, ce à quoi on aspire et ce que l'on peut faire. Ou guidés et qui fait que quand ils ne le sont pas, ils ont très peu de moyens de pouvoir rebondir. Mais ça n'empêche pas qu'une grande majorité des populations subissent des inégalités. Et ces inégalités, il faut lutter contre. Mais qui va lutter contre? Est-ce que c'est l'État qui a lui seul a la capacité de régler tous les problèmes, de donner un emploi à chaque jeune? Est-ce que c'est le secteur privé, comme on aime à le faire croire aujourd'hui aussi? Alors, si nous prenons l'exemple de la jeunesse sénégalaise, aujourd'hui, dans le combat qui est en train d'être mené pour libérer l'Afrique de l'autonomie ou cette Afrique qui est sous tutelle occidentale, française et autres, comment cette jeunesse-là est en train de prendre part à ce combat concrètement? Ben, je pense qu'elle y prend part de différentes façons. Vous savez, pour composer une société, il faut une diversité d'acteurs. Il faut ceux qui font de la politique et qui disent la bonne parole, qui motivent les gens à aspirer à autre chose et qui proposent des voies. Il faut ceux qui entreprennent, qui créent au quotidien des opportunités, qui font que les uns puissent gagner de l'argent, qu'ils puissent payer ce qu'il faut pour leur famille, qu'ils puissent travailler, avoir une dignité. Et il faut qu'il y en ait qui recherchent, qui puissent développer ce qui va être le Sénégal de demain. Et donc cette diversité, vous la retrouvez chez les jeunes. Vous avez des jeunes chercheurs, vous avez des jeunes ingénieurs, vous avez des jeunes entrepreneurs, vous avez des jeunes businessmen. Pour moi, ce pays-là, aujourd'hui, en termes de capacité à produire et à offrir, n'a pas besoin d'envier qui que ce soit. Ce qui nous manque, ce sont des systèmes qui favorisent l'excellence et qui encouragent que les meilleurs puissent accéder aux positions où ils peuvent avoir le plus d'impact. Mais il y a Sobel Aziz Ngom, il y a aujourd'hui le contexte international. Oui. Le Sénégal est dans le monde. Tout à fait. Et c'est un moment de compétition permanent. Aujourd'hui, comment libérer nos pays africains
qui sont presque sous tutelle de l'Occident. Comment justement prendre part à ce combat, vous en tant que jeune? On a l'impression que c'est des jeunes qui se battent intuités personnels pour une cause personnelle, se libérer personnellement, économiquement. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas, et c'est la question, le grand problème de cette jeunesse-là, c'est qu'il y a un besoin politique, idéologique à asseoir, à capacité chez cette jeunesse? Non, je pense que ça fait probablement partie du besoin. Mais je ne pense pas que... En tout cas, évidemment, vous savez, quand des gens sont en situation de survie, ils n'ont pas les mêmes aspirations que les autres. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un débat où on parlait de la génération climat. Donc, il y avait quelques Français, etc., etc. Et on me demande, est-ce qu'il y a une génération climat? Je dis, je pense que ceux qui ont le temps aujourd'hui de se battre pour le climat sont ceux qui ont fini de régler leurs problèmes essentiels. Manger, dormir, avoir de l'argent pour ceci, avoir de l'argent pour cela. Je pense que beaucoup de nos jeunes sont dans des situations de survie. Des situations de survie qui finalement enlèvent même la capacité de penser à qu'est-ce qu'on peut construire pour demain. Et ce qui exige aussi un besoin de réorganisation. Absolument. En fonction de ses besoins. Absolument. Oui. Et ça exige un besoin de réorganisation et je pense que ce besoin de réorganisation a été exprimé clairement en mars dernier. Assez clairement parce que les jeunes ont fait comprendre que c'était trop. Maintenant, pour moi, la question c'est, entre mars et maintenant, effectivement, il y a une annonce sur le plan d'urgence pour la jeunesse avec des directions qui ont été proposées. Il y a eu des financements qui ont été annoncés, etc. Moi, je dis à mon niveau, le fait de pouvoir progressivement impliquer davantage les jeunes dans ce pays qui ont des choses à offrir va contribuer à régler plus largement les problèmes. C'est une question mathématique, quelque part. Est-ce que ce n'est pas un effet réducteur de considérer les jeunes sur la base d'un besoin, manger, trouver de l'emploi, alors qu'il y a aussi un besoin idéologique qui est là, un besoin politique également qui est là. C'est essentiellement mon travail, justement. Justement, le travail sur l'état d'esprit, sur la déconstruction, sur le fait de créer une théorie du changement où les jeunes acceptent de regarder leur place dans le monde, dans leur pays, dans leur communauté, le rôle qu'ils peuvent jouer dans leur communauté. J'ai fait une émission de télé dans 7 pays en Afrique avec des milliers de jeunes, plus de 15 millions de téléspectateurs, qui met des jeunes en avant dans leur communauté, pauvres ou riches, qui règlent des problèmes et qui participent au développement en s'alignant de façon coordonnée ensemble, des jeunes étudiants avec des jeunes agriculteurs, des jeunes ingénieurs avec des jeunes pêcheurs qui développent des solutions et tout ça dans l'idée de transformer la perception des peuples sur leur jeunesse, à la télévision, sur Internet, sur des chaînes comme au Tchad, Télé Tchad n'avait jamais diffusé des images de jeunes entrepreneurs qui règlent des choses dans leur communauté avec des jeunes femmes, etc. Ça, c'est mon travail. Mais au-delà de mon travail, je suis obligé d'avoir une lecture sur tout le reste, sur les jeunes justement qui sont dans des situations... Par rapport au pouvoir, exactement, par rapport aux institutions, et comment justement créer ce couloir de pénétration pour accéder au pouvoir. Avez-vous cette idée-là désormais? Je pense, c'est une... Oui, on accède au pouvoir de différentes manières. Moi, je crois beaucoup à la territorialisation des choses. Je pense que c'est sur les territoires qu'on crée des changements et c'est sur ça que je me suis engagé aujourd'hui en tant que président du consortium qui réunit une dizaine d'organisations, de mobiliser des ressources importantes et de les investir dans des territoires pour démontrer un nouveau modèle de développement territorial avec les jeunes comme véhicules. Les jeunes comme véhicules du développement social, du développement environnemental et du développement économique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en partenariat avec les autorités locales et nationales, en partenariat avec des institutions privées comme publiques, nationales comme internationales, à Guédiawaye, et nous le lançons à Fimela dans pas longtemps. Vous avez en tête une projection, vous y allez par étapes. Oui, est-ce que la finalité, c'est le pouvoir? Parce que autrement, vous êtes obligé de travailler sous le joug justement des décisions prises par les gouvernements. Aujourd'hui, avez-vous justement des contraintes par rapport à la politique de décentralisation? Est-ce que vous avez identifié des contraintes, par exemple? Oui, je pense que faire notre travail, ce n'est pas simple, puisque on peut avoir des dépendances liées à des autorités locales qui ont un intérêt ou pas pour ce que l'on fait. On peut... Après, comme je le disais tout à l'heure, on est tous dépendants de quelqu'un, quel que soit le niveau de pouvoir dans lequel on est. Pour moi, la finalité, ce n'est pas le pouvoir, c'est la transformation. Mais si par un moment, le pouvoir devient le seul moyen pour transformer par nous-mêmes,
le pouvoir devient une alternative. Mon ambition personnelle... Vous n'écartez pas l'idée? Non, il ne faut rien écarter. Moi, c'est pour ça que je vous ai dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est une jeunesse sénégalaise, mais on est une jeunesse dans le monde. Et c'est pour ça que finalement, c'est très paradoxal de vouloir être dans le monde, mais de critiquer notre participation à ce qui se fait dans le monde. On doit avoir une ouverture sur les deux. Ce qui est important, c'est qu'on ait les pieds bien sur terre chez nous, qu'on sache ce qui est fondamental pour nous, qu'on sache ce que nos jeunes vivent, nos femmes vivent, et qu'on se batte dans nos quotidiens pour le régler. Qu'on ait une lecture intelligente et pas revendicatrice des intérêts des autres, qu'ils soient américains, chinois, turcs ou coréens. Que l'on sache négocier avec eux de façon nouvelle et de façon à nous mettre dans des positions plus égalitaires que dans des positions de victimes et de domination. Et je pense que notre génération, je dirais pas notre génération d'ailleurs, c'est peut-être un peu bateau, mais beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en action, qui sont au devant de la scène, ont cette conscience-là. Alors, Sobel Ngom, il y a également l'actualité. L'actualité parce que, oui, on a les élections locales à venir. Tout à fait. Aujourd'hui, les jeunes de plus en plus s'intéressent aux choses locales. Vous Absolument. avez parlé de la politique de territorialité. Aujourd'hui, quel enjeu pour vous ces élections risquent d'avoir? Ces élections peuvent effectivement, il y a aujourd'hui, et de par les réseaux sociaux et la capacité des jeunes aujourd'hui à créer des communautés, à mobiliser d'autres jeunes autour de croyances et de convictions, fait que les jeunes ont des mécanismes qui leur permettent de pouvoir fédérer sans nécessairement avoir beaucoup d'argent. Et ça, c'est une bonne chose, parce que les municipales dessinent un peu ce qui suit les municipales. Et le fait d'avoir de plus en plus de jeunes dans des positions qui, même s'ils ne gagnent pas les mairies, mais qui intègrent les conseils municipaux, Qui participent dans le débat. qui participent dans le débat, qui intègrent les conseils municipaux, ça va changer la donne en termes de génération. Mais moi qui suis jeune, la question de la jeunesse, vue par l'âge, elle est intéressante. Mais je le dis souvent, les jeunes, on est plus nombreux. Donc il faut savoir que chez les jeunes aussi, comme chez les adultes, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien. C'est clair. Il y a des gens qui ont des aspirations positives et d'autres de moins bonnes aspirations. Je pense que le fait que les jeunes intègrent ces espaces, c'est une chose à fortement encourager et à fortement soutenir. Je pense par contre qu'il faut que l'on soit exigeant, que ce soit un jeune ou un moins jeune, de sa compréhension de la responsabilité qu'il doit prendre et de sa capacité à pouvoir tenir cette responsabilité auprès notamment de localités qui n'ont pas de moyens. Donc il faut être ingénieux pour gérer une bonne mairie. Il faut être entreprenant. Il ne faut pas être juste bon parleur et avoir de belles aspirations. Et donc, ça ramène encore à une autre question sur notre culture démocratique. Nous, on élit des gens parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. On n'élit pas des gens parce qu'ils ont fait. Et ça aussi, c'est un challenge qu'il faut pour la jeunesse qui, elle, a une ambition politique, mais pour la jeunesse aussi qui veut voir plus de jeunes. Être exigeant vis-à-vis de ces jeunes-là, pour que ces jeunes-là ne déçoivent pas. Parce qu'un précédent, quand il est mal fait, il peut mettre des décennies avant de revenir. Alors, vous avez parlé des jeunes par rapport aux élections locales à venir, mais également, il y a la problématique du fonctionnement des institutions. Quand je parle des institutions, je parle des différents pouvoirs. Aujourd'hui, le pouvoir législatif, je parlais de l'Assemblée nationale, est au banc des accusés avec l'histoire du trafic des passeports diplomatiques. Quelle réflexion cela vous inspire ? Non, pour moi, c'est encore la question de la responsabilité et que les gens, justement, que l'on met à des places ne sont pas des gens avec qui on a été exigeant dans leur sélection. Pour moi, c'est ça. À un moment donné, quand on te donne une responsabilité, c'est comme un prof. Oui. Un prof, on attend de lui qu'il puisse enseigner, qu'il puisse transmettre de la rigueur, de la connaissance, du savoir, de la discipline. Pour moi, un député, on doit avoir des attentes. Et je pense que la façon dont notre système est fait est injuste parce qu'elle permet à n'importe qui parle bien et qui arrive à l'identité que quelques personnes votent pour lui pour qu'il soit là à nous représenter. Beaucoup de personnes qui sont là-bas ne nous représentent pas ou nous représentent mal, tout simplement. Mais ça va au-delà des individus. C'est que le système le permet. Aujourd'hui, vous mettrez à l'Assemblée nationale que des gens qui ont moins de 30 ans, je ne vais pas dire que ça va mieux se passer. Quelles sont les exigences dans la démocratie? Et c'est pour ça que pour moi, nos questions, elles ne sont pas françaises, en fait. Elles sont profondément locales. De quel système on a besoin? Premier, deuxième, troisième mandat, ce sont des mécaniques. Mais quels sont les systèmes qui peuvent nous garantir
que les gens que l'on a choisis pour nous représenter, pour nous diriger, font bien le job? Quels sont les mécanismes qui peuvent les sanctionner quand ils ne font pas bien le job? Et pour moi, ça, c'est pas de la France qu'on va le tirer, c'est pas des États-Unis non plus nécessairement. Il y a un problème de sanction ici. On ne sanctionnerait pas au Pas Sénégal. suffisamment. Oui. Pas suffisamment. Et je pense bien que beaucoup pensent l'inverse, mais je suis de ceux qui pensent que la sanction est un des bons éléments d'éducation. Et sanctionner, c'est sanctionner positivement comme négativement. Comme négativement. Oui. Alors, oui, un autre sujet d'actualité, vous avez parlé des élections à venir, vous avez parlé également de l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Avant de revenir sur la justice, comme étant clé dans la démocratie, vous avez la violence qui a été notée à Ziguinchor avec deux responsables politiques. Je vous parlais de Ousmane Sonko, du camp d'Ousmane Sonko, et celui de Doudouka, qui est de la coalition Benno Bokk Yakaar. Comment, justement, de ce point de vue, appréciez-vous cette situation qui s'est déroulée en Casamance? Évidemment, je pense que toute situation de violence est une situation à critiquer. Je regrette que des enjeux politiques puissent amener des gens qui peuvent vivre ensemble ou qui peuvent appartenir à une même communauté ou qui peuvent tout simplement être dans un même pays, doivent venir à se battre pour revendiquer quelque chose. Ça, c'est dommage. Je n'accuserai pas les têtes de pont d'être responsables de cela, mais je pense que c'est un travail qui doit être fait rigoureusement pour changer notre façon de faire de la politique. Et souvent, c'est la jeunesse qui est utilisée, qui perd la vie ou bien blessée. Et pourquoi ce sont les jeunes? C'est parce que ce sont eux qui ont le plus d'espoir. Ce sont eux qui ont le plus d'aspiration. Donc, ce sont eux qui sont le plus facilement manipulables parce qu'on leur promet. Et ils adhèrent à la promesse. Et c'est pour ça que la responsabilité de ceux qu'on choisit est importante. Parce que la promesse qu'ils nous font... Et le travail en amont que vous devez faire aussi. Absolument, il l'est aussi. Oui. Mais cette promesse-là, quelque part, des hommes politiques, essentiellement d'ailleurs, on doit lui donner, eux-mêmes doivent lui donner de la valeur. Et nous devons avoir de l'exigence dans cette valeur qu'on donne à cette promesse. Parce que sinon, ça brise l'espoir. Et les événements de mars ont été des événements qui ont montré un désespoir. Comment les avez-vous vécu, ces événements de mars dernier? Triste. Ah, effectivement, évidemment triste, mais en même temps pas si inattendu. Oui. Pas si inattendu. Parce que vous êtes tout le temps au contact de cette jeunesse. Est-elle désemparée? Oui, avec l'immigration clandestine qui emprunte la mer, qui perd la vie, souvent des lendemains incertains. Oui, ces événements de mars mais très vite, ont une explication majeure et non mineure. Ils ont une explication majeure. Moi, je vais vous le dire. Je vous ai donné un élément sur l'inclusion, la représentativité des jeunes. Ils n'ont pas de place pour s'exprimer et ce qu'ils disent n'est pas suffisamment entendu et pris en compte. Ils n'ont pas de compétences, pas de savoir. Un jeune sur deux en âge d'être à l'école au Sénégal, aujourd'hui, est à l'école. Et c'est une réalité qui ne peut pas changer dans les 15 prochaines années parce qu'il n'y a pas assez d'écoles pour les absorber. Et il n'y a pas suffisamment d'alternatives pour garantir à chaque enfant un minimum d'éducation qui lui permet de s'en sortir, même hors de l'école. L'école, c'est pas pour tout le monde. Chez nous, c'est une réalité. Mais l'éducation peut être pour tout le monde si on définit des bons programmes qui permettent à des jeunes, dans un temps très court, d'avoir des bases. Le dernier élément, c'est que la dignité dont on parle, la décence, travail décent, etc. Au Sénégal, il y a à peu près 1 jeune sur 10 qui aujourd'hui a un emploi formel, selon une étude qui a été faite par UNCDF en 2019. 4 sont entrepreneurs ou entreprenants. C'est un constat. C'est un constat qui est difficile. Vous savez, ça va même au-delà de ça. Cette lecture-là, c'est qu'à peu près, on a à peu près 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. 30 000 emplois sont créés à peu près chaque année. Ça fait à peu près 10%. Ça pose une question de responsabilité qui émanerait d'où? Elle est partagée, la responsabilité. L'État a évidemment une responsabilité dedans. Le secteur privé a une responsabilité dedans. Mais les entreprenants et les entrepreneurs ont aussi une responsabilité dedans. Et donc, c'est un constat qui nous permet de pouvoir voir quelle est la situation des jeunes et de pouvoir donner des pistes sur comment on peut régler cette situation. Et comment? C'est la solution, c'est l'alternative? Oui, l'entrepreneuriat, par exemple, au Sénégal est vu comme une des solutions, mais une des solutions, je dirais, précaire dans le sens où c'est une ces solutions qui demandent à l'individu lui-même de trouver sa voie.
Mais quand on n'a pas le choix, il faut survivre. La vendeuse de cacahuètes, elle n'a pas le choix. Donc, elle vend des cacahuètes pour nourrir sa famille. Le jeune entrepreneur qui vend des lunettes sur l'avenue derrière ici, il n'a pas le choix non plus. Donc, il vend des lunettes. Mais ce n'est pas ça l'aspiration de sa vie. Il aurait peut-être voulu travailler dans une usine avec un uniforme, avoir un salaire à la fin du mois qui est clair, etc. Donc, il y a une part qui revient justement à l'industrialisation, à nos politiques industrielles, à nos politiques artisanales, etc. Et c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, hein, énormément même. Sobel Aziz Ngom, invité d'objection, il y a quand même une grosse problématique autour justement des réseaux sociaux. La réflexion, il est posée. C'est comment justement analysez-vous l'avènement des réseaux sociaux? De plus en plus sur le terrain, on constate qu'il y a des dérives. Oui, sur le plan de l'analyse et de l'alternative pour conjurer ces dérives-là, que retenir? Bon, je pense qu'il y a ça c'est presque à tout seul un autre débat. Mais ce que je peux dire dessus, c'est qu'effectivement, si vous donnez, comme on dit, vous prenez des jeunes à qui vous ne donnez pas grand-chose à faire et vous lui donnez des réseaux sociaux, eh ben, ils vont faire ce qu'ils pensent qui va les abuser. C'est tout. Pour moi, si les jeunes avaient du travail et qui devaient travailler toute la journée pour pouvoir avoir une vie décente, ils auraient moins le temps pour faire des bêtises. L'éducation, évidemment, passe par là. Comment aujourd'hui on intègre ces questions de numérique dans l'école, dans les programmes d'éducation formels ou non formels, et qu'on amène cette question, l'utilisation des réseaux sociaux à être mieux maîtrisée. Et la troisième chose, c'est qu'on soit moins fumiste. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que les sujets, à chaque fois qu'on parle de sujets qui intéressent les jeunes, normalement, dans leur biologie, qu'on dise que c'est haram, que c'est des bandits, etc., qu'on en parle. Il faut ramener des choses à un stade plus normal. Mais on ne peut pas... C'est comme nous avec notre histoire. Si on veut avancer, mais on ne veut pas reconnaître nos erreurs. C'est pas possible. Il y a des choses dont on doit parler. En famille, ça n'a pas besoin d'être... Parce que le problème, c'est pas de comment en parler. Mais déjà, le problème, non, c'est pas le comment en parler. Je pense que le premier problème, c'est d'accepter d'en parler. Une fois qu'on a accepté d'en parler, je suis sûr qu'avec tous nos chercheurs et tous nos diplômés, on va trouver des méthodes qui seront endogènes, qui vont nous aider à pouvoir communiquer dans les langues sans utiliser les mauvais mots, etc., etc., pour y arriver. Parce que aussi connaître sa propre culture, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal. Mais vous êtes, comme vous l'avez dit, on est dans un monde. Quand vous êtes sur Facebook, on ne te parle pas des Sérères et des Diola. On va te montrer une image d'un Chinois. Oui, mais les Sérères et les Diola se battent aussi pour préserver leur identité dans ce même combat. Mais ils ont raison. Oui. Ils ont raison. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une opposition entre mon monde à moi et le reste du monde, ou c'est comment j'accompagne les gens de mon monde à grandir en gardant leur ancrage dans mon monde et en éduquant leur lecture de ce qui se passe dans le reste du monde. Et on en revient encore même au début du sujet, sur nous, ancrés sénégalais, dans notre présence à ce sommet ou à d'autres sommets. Finalement, ce qui nous ramène, c'est d'où on vient. C'est là où nos pieds sont posés et là où notre sueur tombe tous les jours. Alors, oui, une dernière question, c'est la question de la justice. Oui. La justice dans la démocratie, la justice en République. Justement, quelle lecture faites-vous de la place et du rôle de la justice dans une démocratie? Elle est centrale. Pour moi, il n'y a rien qui vient avant la justice. C'est la justice qui crée la démocratie, c'est la justice qui crée la stabilité, c'est la justice qui crée le bien-être. Quand les gens savent que, en faisant ce qu'ils doivent faire, ils auront A, et en faisant ce qu'ils ne doivent pas faire, ils auront B, ça protège tous les autres. Aujourd'hui, beaucoup font ce qu'ils veulent, au détriment de la majorité, parce qu'ils savent que s'ils le font, il n'y aura pas de sanctions. Et le combat pour vous, c'est combattre l'impunité. Il faut combattre l'impunité. Et il faut aussi transformer la justice pour qu'elle soit, pour que ces résultats soient plus concrets et répondent davantage aux besoins aujourd'hui. Je donne un exemple. Il y a tellement de jeunes qui sont dans nos prisons pour des délits mineurs, comme on les a attrapés en train de rouler du cannabis ou des choses comme ça. Mais en prison, à quoi ils servent au pays ? Moi, j'aimerais que ces jeunes, on les amène sur des routes à construire, qu'ils apprennent en même temps un métier, ou bien même
pour beaucoup de délits, qu'on crée un fonds pour les jeunes et les femmes. Celui qui fait un délit mineur, qui n'est pas criminel, qu'il paye, que ça aille dans ce fonds et que ce fonds serve à quelque chose. Donc, il y a la justice en elle-même, qui est l'essence quelque part du progrès d'une démocratie et d'un pays. Et je pense, dans l'histoire, et récemment en Afrique, tout ce qui a mené à ces rébellions-là, des peuples, c'est l'injustice. D'abord, avant tout. Parce que la corruption, injustice. Tout ça se retrouve dans l'injustice. Et je pense que la balance, du coup, est vraiment le symbole sur lequel nous devons tous travailler. La responsabilité de nos autorités pour être justes dans leurs décisions et dans leurs actions. Notre lecture de ce qui se fait dans notre pays, politiquement, socialement. Notre ancrage dans notre... On critique beaucoup ceux qui sont partis. Mais beaucoup de ceux qui sont partis parce qu'ils ont senti qu'ici, ils n'étaient pas traités justement. Et qu'ailleurs, on les traitait mieux, à leur juste valeur. Et on en revient toujours finalement à cette question de justice qui est centrale à tous les niveaux. Le procès Thomas Sankara vous renseigne quoi? Que mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Oui. En tout cas, ce procès est ouvert, est en cours et que certainement lumière sera au bout de ce procès pour situer les responsabilités par rapport à ce grand homme assassiné au Burkina Faso. On y reviendra certainement au cours de nos prochaines éditions pour rappeler à nos auditeurs qu'il a été notre invité, Sobel Aziz Ngom, entrepreneur social, président du consortium Jeunesse Sénégal et qu'il est spécialiste des questions de jeunesse. Votre dernier mot pour cette jeunesse en pleine mutation par rapport à une perspective qui se dessine, le mot de la fin. Soyons décomplexés. N'ayons pas peur de nous battre ici pour ce que l'on croit. N'ayons pas peur de découvrir le monde et de connaître pourquoi ceux qui gagnent pour mieux l'amener chez nous. Et pour mieux réfléchir à comment on peut passer globalement de peuple victime dans la lecture de l'humanité à peuple gagnant. À peuple gagnant, un mot sur la gouvernance par nos chefs d'État en Afrique. Un seul mot. Beaucoup de choses restent à faire. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. Tu vois, vous voyez, moi, j'essaye de regarder aussi, dans plein de pays africains aussi, il y a des dirigeants qui font plus ou moins bien. Et ça aussi, il faut le dire. On a une lecture qui peut être très noircie de ce qui se passe mal. Quel est aujourd'hui dans le monde le pays qui vous stimule? En Afrique? Oui. Le Botswana. Et dans le monde? Dans le monde. Disons que j'accorde deux intérêts pour des systèmes et des peuples qui émergent aujourd'hui d'une façon que je trouve intéressante. C'est la Turquie et la Corée. La Turquie et la Corée. Corée du Sud. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci. Excellente suite de programme sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain et bon gamou à la communauté musulmane. Au revoir.